Le secret de la cabane du sel. Les rires commencèrent au moment même où Margaret Foster signa les papiers. $1. C'était tout ce qu'elle avait payé pour cette maison en ruine, noyée sous les eaux et rongée par le sel, au bout du chemin de Saltwater Cove. $1 pour un désastre que tout le village considérait comme perdu. Et, pour la plupart, comme la preuve définitive qu'elle avait perdu la tête. Mais ce qu'elle allait découvrir, caché derrière ses murs pourris et tremblants, réduirait au silence chacun de ses rires. Depuis la vitrine de la boulangerie jusqu'à la poste, les murmures s'enchaînaient. « Tu as entendu ? La veuve a acheté l'ancienne propriété Harrington pour $1. $1 de trop, si tu veux mon avis. Ce truc devrait être rasé depuis longtemps. Pauvre femme. Depuis qu'elle a perdu son mari, elle ne raisonne plus. Et cette petite fille, tu imagines ? Grandir dans un piège à mort pareil. » Margaret entendait tout, sans jamais répondre. Elle avançait le menton haut, la main de sa fille fermement serrée dans la sienne. Emma, 8 ans à peine, trottinait à côté d'elle, les yeux grands ouverts devant les façades ternies de la petite ville côtière. Les regards se tournaient, les conversations s'interrompaient à leur passage. Même les femmes qu'elle avait autrefois appelées amies se contentaient maintenant de la saluer d'un signe gêné, mi-compatissant, mi-amusé. Les hommes, eux, hochaient la tête et détournaient les yeux. À leur visage, elle lisait la même phrase non dite, pauvre folle. Le pire fut le jour du conseil municipal, lorsqu'elle finalisa l'achat. Madame Foster, dit le président du conseil, Douglas Pembroke, en la fixant par-dessus ses lunettes, je dois vous poser une dernière fois la question. Êtes-vous certaine de comprendre ce que vous achetez ? Sa voix traînait, pleine d'un mépris poli. Cette maison a été déclarée inhabitable. Les fondations sont compromises, le sous-sol inondé à chaque marée. Aucune banque ne vous prêtera un centime pour la réparer. Et, honnêtement, rien que la démolir coûterait plusieurs milliers de dollars. Margaret, debout dans son manteau usé qu'elle portait depuis 4 hivers, soutint son regard sans ciller. Je comprends, monsieur. Et je souhaite malgré tout poursuivre. Un murmure parcourut la salle. Pembroke échangea un regard entendu avec les autres conseillers. Elle vit dans leurs yeux la sentence silencieuse, elle est brisée. Une pauvre veuve désespérée. Pour eux, elle n'était qu'une femme égarée, prête à sacrifier son dernier dollar pour une ruine qui s'effondrerait probablement sur elle et sa fille avant la fin de l'hiver. Très bien, dit enfin Pembroke d'un ton las. Signez ici, et ici. La ville décline toute responsabilité en cas d'accident ou de décès. Vous achetez le bien en l'état, sans garantie d'aucune sorte. Derrière elle, Margaret entendit des ricanements étouffés. Shirley Watts, la femme du maire, ne prit même pas la peine de baisser la voix. Voilà ce qui arrive quand on ne connaît pas ses limites, dit-elle. Elle ferait mieux de demander un logement social plutôt que de jouer à la propriétaire. Margaret signa quand même, page après page. Sa main tremblait non de peur, mais du poids de sa décision. Ce n'était pas seulement l'achat d'une maison. C'était une déclaration. Une preuve silencieuse qu'elle refusait de se laisser écraser. Pour Emma. Pour elle-même. Et pour ce village qui l'avait condamné dès le jour où la mère avait emporté son mari. Thomas Foster. Son nom seul suffisait encore à serrer sa poitrine. La tempête avait éclaté sans avertissement. Le bateau de pêche s'était retourné, et la mer ne lui avait jamais rendu le corps. Du jour au lendemain, elle était passée du confort modeste d'une vie simple à la précarité la plus crue. L'assurance vie de Thomas n'avait couvert que les funérailles. Les économies, si patiemment construites, s'étaient envolées en quelques mois. Les factures s'accumulaient, les emplois disponibles disparaissaient avant même qu'elles ne puissent postuler. Leurs amis s'étaient éloignés, gênés de ne pouvoir aider. Après 6 mois de retard de paiement, la banque avait saisi leur maison. Elle et Emma s'étaient retrouvées dans un petit appartement au-dessus de la quincaillerie, un espace si étroit que le matelas d'Emma touchait presque le sien. Le toit fuyait, le chauffage était capricieux, et l'humidité rongeait les murs. Même ce refuge précaire devenait trop cher. C'est alors qu'elle avait entendu parler de la vieille cabane Harrington. Abandonnée depuis plus de 10 ans, laissée à l'abandon après la mort du propriétaire, Robert Harrington, mort sans héritier. Le lieu était devenu un fardeau pour la ville, un nid de moustiques, un symbole de déclin. Personne n'en voulait. Ni promoteur, ni investisseur, ni même les plus pauvres des habitants. Alors le conseil avait lancé une offre dérisoire, $1 symbolique, à quiconque accepterait d'en devenir responsable.
Margaret avait levé la main. Seule. 3 jours plus tard, elle se tenait devant la cabane avec sa fille. Devant elle, la bâtisse se dressait, triste et branlante, telle une carcasse échouée. « Maman, on va vraiment vivre ici ?» demanda Emma d'une voix hésitante. De près, le spectacle était encore pire, les murs, tachetés de moisissures, laissaient par endroits voir le squelette du bois. Le porche s'affaissait, les planches manquantes révélaient l'eau stagnante sous la maison. Une odeur de terre, de sel et de décomposition s'élevait dans l'air humide. Margaret inspira profondément. « Oui, ma chérie. Et tu verras, on va la rendre magnifique. Ce sera notre nouveau départ. » À ce moment-là, un pick-up s'arrêta sur la route. Jim Carvey, le propriétaire du port, passa la tête par la fenêtre. « Tu vas vraiment entrer là-dedans, Maggie ? Ce truc va s'effondrer sur toi. »« On s'en sortira, Jim, » répondit-elle avec un sourire forcé. « C'est ton enterrement, » marmonna-t-il avant de s'éloigner. Margaret s'équipa, bottes en caoutchouc, lampe torche, un vieux pied de biche. Et surtout, cette détermination farouche née de la perte. La clé, rouillée, résista un moment avant de tourner. La porte s'ouvrit dans un grincement lugubre. Une bouffée d'air vicié la frappa, si forte qu'Emma toussa, le nez enfoui dans sa manche. L'intérieur était un champ de bataille contre le temps. Le sol, gonflé d'humidité, se tordait sous leurs pas. Les murs portaient des traînées sombres, les meubles restants n'étaient plus que des squelettes recouverts de moisissures. Dans un coin, un escalier s'enfonçait vers le sous-sol ou plutôt vers un lac noir où se reflétait la lumière de la lampe. « On ne descend pas là, hein, maman ?» demanda Emma, crispée. « Pas aujourd'hui, ma puce. On va d'abord voir ce qu'on peut sauver ici haut. » Elles explorèrent la pièce principale. Malgré la décrépitude, Margaret perçut sous la crasse la solidité ancienne de la charpente. Le foyer en pierre, massif, semblait intact. Les poutres, épaisses, portaient la marque d'un artisanat d'un autre siècle. Sous les ajouts plus récents, elle devinait une structure bien plus vieille, peut-être du XIXe siècle. Les encadrements de fenêtres taillés à la main, les joints irréguliers du bois, tout respirait une histoire oubliée. Lorsque la nuit tomba, elles rentrèrent à l'appartement au-dessus de la quincaillerie. Emma s'endormit rapidement, épuisée. Margaret, elle, resta éveillée, penchée sur la table branlante, à la lueur d'une ampoule nue. Elle dressa la liste de tout ce qu'il faudrait réparer, toit, fondation, électricité, plomberie, drainage, fenêtres. Chaque ligne représentait une somme qu'elle n'avait pas. Mais elle avait appris une leçon essentielle depuis la mort de Thomas, parfois, la seule façon d'avancer est de faire le premier pas, même quand on ne voit pas le chemin entier. Le lendemain matin, elle retourna seule à la cabane. Emma resta chez Madame Chen, la voisine âgée qui la gardait parfois. Margaret avait passé la nuit à étudier tous les manuels de bricolage trouvés à la bibliothèque. Elle se sentait maladroite, mais déterminée. Elle enfila ses plus vieux vêtements, ses gants, son masque, et commença à dégager les débris, pelle après pelle, planche après planche. Chaque geste résonnait comme une promesse silencieuse. Sous la saleté, sous les murs gorgés d'eau, il y avait autre chose, un souffle ancien, une impression étrange d'être observée, d'être attendue. Elle s'arrêta un instant, la lampe suspendue dans le vide. Sur le mur, derrière une couche de papier peint jauni, quelque chose apparaissait, une marque gravée dans le bois. Un symbole circulaire, presque effacé, entouré de lettres anciennes. Elle posa la main dessus. Le bois vibra légèrement, comme s'il retenait encore un secret. Margaret sentit alors une émotion inconnue, un mélange de peur et d'espoir. Et dans ce silence saturé d'humidité, elle comprit que cette maison n'était peut-être pas un simple abri à reconstruire. C'était un appel. Un message venu d'un passé que la mer n'avait pas encore englouti. Et, pour la première fois depuis la mort de Thomas, un léger sourire effleura ses lèvres. La cabane de Saltwater Cove, cette ruine moquée par tous, venait peut-être de lui offrir bien plus qu'un toit. Peut-être lui offrait-elle une raison de croire à nouveau. Margaret Foster passa des jours entiers à vider la vieille maison du capitaine Harrington, les meubles effondrés, les montagnes de débris, les ordures accumulées au fil des années d'abandon. Chaque geste lui arrachait un gémissement de douleur. À midi, ses bras tremblaient, son dos brûlait, ses mains étaient couvertes d'ampoules. Mais elle refusait d'arrêter. Elle avait décidé de redonner vie à cet endroit que tout le monde avait condamné. C'est à ce moment-là que les moqueries de la ville devinrent plus cruelles.
Un groupe d'adolescents passa en riant sur leur vélo. Regardez. C'est la folle de la cabane. Lança l'un d'eux avant de s'éloigner. Puis, comme pour enfoncer le clou, une voiture s'arrêta. Au volant, Sarah Mitchell, autrefois une amie proche, baissa sa vitre. Margaret, tu dois arrêter ces bêtises. L'Église a un fonds pour aider les gens dans le besoin. Il n'y a aucune honte à accepter un peu d'aide. Elle jeta un regard dédaigneux vers la cabane. Regarde-toi. Ce n'est pas une maison, c'est un piège mortel. Tu veux vraiment que ta fille grandisse dans un endroit pareil? Quel exemple tu donnes, franchement? Qu'il est normal de tout risquer pour une idée insensée? Les mots frappèrent Margaret en plein cœur. Ils résonnaient comme l'écho de ses propres doutes, cette petite voix intérieure qui murmurait qu'elle se trompait, qu'elle gaspillait ses forces et ses maigres économies pour un rêve condamné. Mais elle serra les dents et continua à travailler. Au bout d'une semaine, elle avait vidé tout le rez-de-chaussée et commencé à mesurer l'ampleur réelle des dégâts. Le toit était pire qu'elle ne l'avait imaginé, plusieurs fuites menaçaient de transformer chaque averse en déluge. Le plancher de la cuisine et d'une chambre était si pourri qu'elle pouvait y enfoncer un doigt. Et pourtant, au milieu de cette ruine, elle fit une découverte inattendue. En nettoyant la cheminée, elle sentit qu'une pierre bougeait. Derrière, un petit espace dissimulait un objet protégé du temps, un journal relié en cuir, étonnamment bien conservé. Ce soir-là, de retour dans son petit appartement, Margaret ouvrit le carnet avec précaution. L'écriture élégante, légèrement délavée, semblait appartenir à une autre époque. L'encre, brunie par les décennies, datait l'objet. La première page portait la date du 15 mars 1847. Aujourd'hui, nous avons posé les premières pierres de notre nouvelle demeure, dans cette magnifique crique où la mer embrasse la terre. Le capitaine Harrington a choisi l'endroit avec sagesse, assez haut pour échapper aux tempêtes, assez proche pour guetter le retour de ses navires. Le bois provient de notre propre forêt, solide et noble. Il dit que cette maison abritera des générations. Le cœur de Margaret battait plus vite. Ce n'était pas une cabane ordinaire, elle avait été bâtie par un capitaine de marine, un homme d'envergure, probablement respecté et prospère. Elle tourna les pages, les descriptions du chantier, l'arrivée de meubles depuis Boston, la naissance d'enfants, les départs de navires. Puis un passage mystérieux, daté du 3 novembre 1849. Le méridien est perdu. Tous les hommes, y compris mon bien-aimé James, ont sombré dans les profondeurs. Le trésor de son dernier voyage repose désormais là où nul ne le trouvera, jusqu'au jour que je choisirai. Que cette maison garde mes secrets, comme elle garde mon chagrin. Margaret sentit une étrange émotion l'envahir, mélange d'excitation et de révérence. Peut-être, après tout, ce lieu n'était pas qu'une ruine. C'était un fragment d'histoire, un vestige du passé. Peut-être que sauver cette maison avait un sens, un but plus grand que le sien. Le lendemain, elle se leva avec une énergie nouvelle. Armée des connaissances glanées dans des livres de la bibliothèque municipale, elle entreprit les premières réparations de fortune, reboucher les fuites avec des morceaux de tôle, renforcer les poutres fragiles, étanchéifier les fenêtres avec du goudron et des planches récupérées. Elle emprunta une pompe à l'épicier du village à un homme bienveillant qui, par pitié, refusa d'être payé et entreprit de vider le sous-sol inondé. Mais les moqueries ne cessaient pas. Au supermarché, deux femmes chuchotaient dans l'allée voisine. Tu sais qu'elle essaie vraiment de retaper cet endroit? Quelle folie! Elle ferait mieux de tout brûler pour l'assurance, si elle en a une. À la station-service, le caissier refusa son chèque. Désolé, Madame Foster, mais le propriétaire dit qu'on ne peut plus accepter vos paiements. Trop risqué. Le message était clair, la ville tout entière la considérait comme une paria. On la croyait ruinée, instable, incapable. Même l'école s'en mêla. L'institutrice d'Emma, Madame Robertson, la convoqua pour un entretien. Emma semble fatiguée, distraite. Et certains enfants disent que vous vivez dans un bâtiment dangereux. Ce n'est pas vrai, répondit Margaret avec calme. Nous habitons encore notre appartement. Je restaure une vieille maison, c'est tout. Je vois, fit l'enseignante d'un ton sceptique. Sachez que si vous avez besoin d'aide, de ressources, nous pouvons vous orienter. Nous tenons beaucoup au bien-être d'Emma. Margaret quitta la salle la gorge serrée, le sentiment d'être jugée, scrutée, condamnée avant même d'avoir échoué. Elle comprit que la moindre erreur serait utilisée contre elle, que les services sociaux n'attendaient qu'un prétexte pour lui retirer sa fille. Mais renoncer? Jamais.
Octobre arriva avec ses vents froids et la promesse de tempêtes venues du nord. Margaret travaillait du matin au soir, animée d'une détermination presque féroce. Le toit, enfin, ne laissait plus passer la pluie. Elle avait acheté, pour $50, un vieux poêle à bois rouillé, qu'elle avait remis en état. Il servait à la fois à chauffer la pièce et à cuisiner. Le sous-sol, désormais sec, révélait un sol de briques anciennes étonnamment solide. L'électricité restait coupée, mais elle avait bricolé un réseau de lampes alimentées par des batteries et quelques panneaux solaires trouvés à une vente de garage. Pas d'eau courante, certes, mais elle avait construit un système de récupération de pluie et transportait chaque jour de l'eau potable depuis la ville. Ce n'était pas confortable, non. Mais c'était à elle. Plus de loyers, plus de menaces d'expulsion, plus de propriétaires arrogants. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait libre. Chaque clou planté, chaque mur réparé rapprochait sa fille et elle d'une vie nouvelle. Le 15 octobre, exactement un mois après avoir acheté la maison, Margaret et Emma emménagèrent. Le vent d'automne siffla entre les planches, mais elles dormaient côte à côte sous une couverture épaisse, réchauffées par le feu du poêle et le sentiment d'avoir franchi une étape. La réaction du village ne se fit pas attendre. Douglas Pembroke, l'agent immobilier, débarqua accompagné de l'inspecteur du bâtiment. « Madame Foster, nous avons reçu plusieurs plaintes. Il paraît que vous habitez désormais ce bâtiment. Or, il ne répond pas aux normes de sécurité minimales. » « Je connais les règlements, monsieur Pembroke, » répondit Margaret, la voix ferme. « Nous faisons les travaux nécessaires. » L'inspecteur, un homme épuisé à la moustache grise, parcourut la maison d'un air accablé, griffonnant sur sa fiche. « Madame Foster, je vais devoir rédiger un avis de non-conformité. Pas d'électricité réglementaire, pas de plomberie fonctionnelle, toiture hors norme, fondation fragile, et des traces de moisissure non traitées. » Margaret sentit son estomac se nouer. « Combien de temps ai-je pour corriger tout cela ? » ?»« Normalement, 30 jours. Mais vu l'ampleur des réparations, je peux vous accorder 60. Après ce délai, si rien n'est réglé, la maison sera condamnée et vous devrez partir. 60 jours. 2 mois pour accomplir ce qu'une équipe de professionnels mettrait des semaines à faire, avec un budget dérisoire et une enfant à charge. Margaret le remercia malgré tout, d'une voix tremblante, puis referma la porte derrière eux. Elle resta un long moment immobile, adossée au mur, écoutant le silence de la maison. Le vent s'infiltrait par les fissures et faisait frémir la flamme du poêle. Emma dessinait près de la fenêtre, concentrée, insouciante. Margaret la regarda et sentit son cœur se gonfler de tendresse et de peur mêlée. Elle pensa aux paroles de Sarah, au rire du village, au regard de pitié. Peut-être avait-il raison, peut-être qu'elle avait perdu la tête. Mais elle ne pouvait plus reculer. Cette maison, avec ses murs lézardés et son histoire engloutie, était devenue le symbole de sa lutte, de sa dignité retrouvée. Elle posa la main sur le vieux journal du capitaine Harrington. « Tu as gardé tes secrets pendant 170 ans, murmura-t-elle. Alors aide-moi à sauver ta maison. » Le feu crépita, projetant sur les murs des ombres qui semblaient danser comme des souvenirs. Dehors, la mer battait les rochers de Saltwater Cove. Dedans, Margaret Foster, épuisée mais invincible, se jura qu'elle tiendrait ses 60 jours. Quoi qu'il en coûte. Parce que cette maison n'était plus seulement un abri. C'était leur espoir. Le secret du capitaine Harrington. C'était impossible, et tous le savaient. Après le départ des inspecteurs, Emma trouva sa mère assise sur les marches du perron, la tête enfouie entre ses mains. « Maman, est-ce qu'on va s'en sortir ?» demanda la fillette d'une voix tremblante. Margaret la serra contre elle, forçant un sourire. « Oui, ma chérie. On va y arriver. Je te le promets. » Une promesse qu'elle ne savait pas comment tenir. Les jours suivants, le travail s'intensifia. Margaret se levait avant l'aube, travaillant à la lueur d'une lampe frontale, avant d'accompagner Emma à l'école. Puis elle reprenait le marteau, les outils, la poussière. Elle avait trouvé quelques heures de ménage chez des familles aisées du coin, des emplois payés en liquide, avec des horaires flexibles. L'argent suffisait à peine pour acheter de quoi manger et quelques matériaux, mais cela les maintenait à flot. Elle apprenait au fil du temps, en commettant des erreurs qu'elle corrigeait patiemment, en découvrant la langue silencieuse des maisons anciennes, celle du bois qui craque, du plâtre qui cède, du métal qui résiste. Par obstination pure, elle rendit le toit étanche. Elle apprit à poser des fils électriques en suivant les codes des manuels et des vidéos en ligne,
la peur constante de faire une erreur fatale lui tenant compagnie. Un plombier du coin, pris de compassion, lui montra comment installer des tuyaux en échange du nettoyage de son bureau. Mais la fondation du vieux chalet restait son cauchemar. Le sous-sol, inondé à chaque marée haute, refusait obstinément de sécher. L'eau s'infiltrait toujours, perfide, avec chaque pluie battante. Pour résoudre le problème, il aurait fallu creuser autour du bâtiment, installer un drainage complet, imperméabiliser les murs des travaux hors de sa portée financière. En novembre, la côte fut frappée par une tempête violente, un nor'easter qui semblait vouloir effacer Saltwater Cove de la carte. Le vent hurlait, la pluie fouettait les vitres comme des coups de fouet. Margaret et Emma s'étaient réfugiées dans une pièce intérieure, serrées l'une contre l'autre, écoutant les murs gémir et sentant le plancher trembler. Le système solaire de fortune qu'elle avait bricolé tomba en panne, les plongeant dans l'obscurité glaciale. 3 jours durant, elles vécurent ainsi, dans le froid et la peur, pendant que dehors, les voisins attendaient que la prophétie se réalise, que la maison s'écroule enfin, prouvant que Margaret Foster avait perdu la raison. Quand la tempête se calma, elle sortit, trempée, transie, pour évaluer les dégâts. Sur la route, des habitants s'étaient déjà rassemblés, silencieux, observant, guettant la ruine. Certains semblaient presque déçus de constater que la maison tenait encore debout. Pourtant, elle avait souffert, le mur nord s'était détaché de la fondation, arraché par la violence du vent et de l'eau. C'était grave, peut-être irréparable. Si elle ne parvenait pas à réparer, l'inspecteur condamnerait la propriété. Ce soir-là, Margaret atteignit le fond du désespoir. Elle s'assit dans la pénombre glaciale du salon, Emma dormant difficilement à ses côtés, et pour la première fois depuis la mort de Thomas, elle se laissa aller à pleurer. Des larmes silencieuses, lourdes de honte et de fatigue. Peut-être que les autres avaient raison. Peut-être qu'elle n'était qu'une mère insensée, poursuivant un rêve impossible, au détriment de son enfant. Mais à l'aube, quelque chose changea. La détresse fit place à une détermination brûlante. Il restait 3 semaines avant la date limite fixée par la mairie. 3 semaines pour accomplir l'impossible. Si elle devait échouer, ce serait debout, pas à genoux. Elle décida de concentrer toutes ses forces sur ce mur nord, le cœur fragile de la maison. Avec des vérins et des étais empruntés à un chantier voisin, elle entreprit la tâche périlleuse de le remettre en place. Un travail d'ingénieur, dangereux, que seul un professionnel aurait dû tenter mais elle n'avait pas le choix. Pendant 3 jours, elle travailla sans relâche, ne dormant que par bribes, s'alimentant à peine. Emma l'aidait du mieux qu'elle pouvait, tenant la lampe, passant les outils, courageuse au-delà de son âge. Millimètre par millimètre, le mur revint dans son alignement. Le 3e soir, alors qu'elle consolidait une partie intérieure près de l'ancienne chambre, elle remarqua que le plâtre se détachait plus facilement à cet endroit. En grattant, elle perçut un son creux. Un vide. Elle frappa doucement du poing, le bruit résonna. Ce n'était pas un défaut banal. Son cœur s'emballa. Elle se rappela le vieux journal qu'elle avait trouvé des semaines plus tôt, celui du capitaine Harrington, et cette phrase mystérieuse, que cette maison garde ses secrets. Le souffle court, Margaret saisit un pied de biche et écarta le plâtre friable. Derrière le latis, à environ 1 mètre du sol, elle découvrit un espace dans la charpente. Ce n'était ni une fissure ni une infiltration, c'était une cavité volontairement scellée il y a longtemps. « Maman, qu'est-ce que tu fais » demanda Emma, les yeux encore embués de sommeil. « Je ne sais pas encore, ma chérie. »« Passe-moi la grande lampe, veux-tu » La lumière révéla d'abord des toiles d'araignée et de la poussière, puis, un éclat. Un reflet doux, velouté. Margaret tendit la main et effleura un tissu. Ses doigts rencontrèrent un objet lourd, enveloppé dans une étoffe de velours bleu nuit. Elle le tira délicatement, retenant son souffle. C'était une petite bourse, fermée par une ficelle scellée de cire. Le tissu, malgré les décennies, semblait presque neuf. Ses mains tremblaient lorsqu'elle rompit le seau. Sous le faisceau de la lampe, des éclats de lumière jaillirent, des pierres précieuses. Des saphirs, des émeraudes, des rubis bruts, certains de la taille d'un ongle, d'autres minuscules comme des grains de sable. Mais tous d'une beauté incontestable. « Maman, c'est vrai ? Elles sont vraies » murmura Emma, fascinée. Margaret ne répondit pas. Son cœur battait trop fort. Elle replongea la main dans la cavité et en retira une 2e bourse, puis une 3e, puis d'autres encore. 7 en tout. Chacune débordait de gemmes et de pièces anciennes or, argent daté des années 1840.
Tout au fond, elle trouva une boîte métallique, rongée par la rouille, mais encore solide. À l'intérieur, soigneusement rangés, se trouvaient d'autres pièces, et 3 carnets de cuir aux pages jaunies, remplis de notes méticuleuses, des journaux de bord, des relevés de cargaison, et surtout, des cartes. Des cartes indiquant des épaves, des opérations de récupération, des trésors engloutis. Margaret resta immobile, les genoux au sol, entourée du butin secret du capitaine Harrington. Ce n'était pas qu'un trésor, c'était une fortune. Des joyaux maritimes provenant d'épaves, des pièces rares que les collectionneurs paieraient une fortune, et des documents historiques inestimables pour les musées. La maison achetée $1 venait de devenir un miracle. Elle éclata de rire, un rire clair, sincère, venu du plus profond d'elle-même. Pas celui du désespoir, mais celui d'une délivrance. « On est sauvé, Emma » murmura-t-elle en serrant sa fille contre elle. « On va s'en sortir, ma chérie. Pour de bon. » Le lendemain, Margaret fit quelque chose qu'elle n'avait jamais osé, elle appela pour s'excuser de ne pas venir travailler et prit la route vers Portland. Elle avait lu dans les carnets le nom d'un musée maritime. Là-bas, elle demanda à voir le conservateur, un certain Dr Peterson. Au téléphone, il s'était montré sceptique. Mais lorsque Margaret posa sur son bureau la première bourse ouverte, révélant les pierres étincelantes, son visage se figea. « Mon Dieu » souffla-t-il, saisissant un saphir d'un bleu profond entre ses doigts tremblants. « Savez-vous ce que vous avez trouvé ?»« J'espérais que vous me le diriez » répondit-elle simplement. Pendant 3 heures, le docteur Peterson examina les pierres, les pièces, les journaux de bord. Son excitation grandissait à mesure qu'il tournait les pages. « Madame Foster, ce que vous avez ici est une découverte sans précédent. Ces carnets documentent les opérations de récupération du capitaine James Harrington, un nom bien connu dans l'histoire maritime. Il avait amassé une fortune en récupérant des cargaisons de navires naufragés sur toute la côte atlantique. On savait qu'il était prospère, mais on ignorait ce qu'était devenu son trésor. On pensait qu'il avait disparu à sa mort. « Et, combien cela vaut-il » demanda Margaret d'une voix hésitante. Le conservateur ôta ses lunettes, les essuya lentement, un geste pour gagner du temps, le regard songeur. Rien que pour les carnets, leur authenticité historique, au moins 6 chiffres. Les musées paieraient très cher pour un tel ensemble. Quant aux pierres et aux pièces. Il s'interrompit, choisissant ses mots avec soin. Compte tenu de leur rareté et de leur provenance, vous tenez entre vos mains une valeur estimée entre 800 000 et $1 million, peut-être plus, après authentification. Le monde sembla vaciller sous les pieds de Margaret. 1 million. Assez pour restaurer la maison. Assez pour offrir un avenir sûr à Emma. Assez pour faire taire, une bonne fois pour toutes, les rires de Saltwater Cove. Mais le docteur Peterson ajouta encore une chose. D'après les registres, le capitaine Harrington est mort sans héritier. Son épouse l'a précédé, et leur unique fils a péri en mer. La propriété a ensuite été cédée à la ville. Cela signifie que légalement, le trésor trouvé sur ces terres vous appartient, Madame Foster. Vous en êtes la propriétaire légitime. Les procédures d'authentification prirent 6 longues semaines. Mais à la fin, tout fut confirmé. Le trésor du capitaine Harrington appartenait bel et bien à Margaret Foster, libre de tout droit, de toute contestation. La maison qu'on disait maudite, achetée pour $1, était devenue le symbole de sa résilience et de sa renaissance. La renaissance de Margaret Foster. Lorsque le docteur Peterson l'a mis en contact avec des avocats spécialisés dans le droit des trésors maritimes et des experts des grandes maisons de vente, Margaret sut qu'un nouveau chapitre s'ouvrait. Pourtant, à Saltwater Cove, elle ne souffla mot à personne. Tandis que les rumeurs et les commérages continuaient d'enfler, elle poursuivit inlassablement son travail sur la vieille cabane, respectant ses échéances avec la ténacité d'une femme qui n'avait plus rien à perdre. Le jour de l'inspection finale, Harold, l'inspecteur municipal, arriva avec l'air de quelqu'un qui s'attendait encore à trouver un désastre. Mais il dut se rendre à l'évidence, l'électricité était conforme, la plomberie fonctionnait parfaitement, le toit tenait bon et les problèmes de fondation, bien qu'encore présents, n'étaient plus dangereux. « Je dois avouer, Madame Foster, je ne pensais pas que vous y arriveriez », dit-il en apposant sa signature au bas du rapport. « Vous disposez de 30 jours pour corriger les derniers points, mais pour l'instant, la maison est habitable et conforme. » Margaret le remercia poliment, referma la porte et laissa éclore un mince sourire. S'il savait seulement ce qui se préparait. En décembre,
elle se rendit à Boston pour la vente aux enchères du trésor du capitaine Harrington. Pour l'occasion, elle avait acheté une robe simple mais élégante, symbole discret de la dignité retrouvée. Dans la salle, l'atmosphère vibrait d'excitation. Les registres de bord partirent pour un musée maritime à 240 000 $. Les pièces d'or furent dispersées entre collectionneurs du monde entier. Puis vint le moment des joyaux, les enchères s'enflammèrent, surtout pour ce saphir d'un bleu si profond qu'il semblait contenir tout l'océan. Lorsque le marteau tomba pour la dernière fois, Margaret sortit de la salle, une mallette à la main, contenant un chèque certifié de 1 200 470 $. Un mardi matin, elle rentra à Saltwater Cove au volant d'une voiture d'occasion modeste, mais fiable, avec un chauffage qui fonctionnait enfin. Le ciel demeurait aussi gris, les façades aussi ternes, les visages aussi indifférents. Et pourtant, tout avait changé. Sa première halte fut la banque où, quelques mois plus tôt, on lui avait refusé un compte courant sous prétexte qu'elle représentait un risque financier. « Madame Foster, » dit le directeur, un sourire professionnel figé sur les lèvres, « que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? » « J'aimerais ouvrir un compte et discuter d'opportunités d'investissement, » répondit-elle calmement, en glissant le chèque sur son bureau. L'homme pâlit en lisant la somme, balbutia quelques mots, puis s'éclipsa précipitamment. « Oui, bien sûr, Madame Foster. Je vais chercher notre conseiller en gestion privée. » De là, Margaret se rendit chez le fournisseur de matériaux de construction. Cette fois, elle passa commande pour refaire entièrement la fondation, remplacer toutes les fenêtres, ajouter un véritable étage et une grande véranda entourant la maison. Le propriétaire, qui l'avait autrefois traité avec condescendance, la regarda payer content, stupéfait. En quelques heures, la nouvelle parcourut la ville comme une traînée de poudre, la veuve folle du vieux cabanon avait fait fortune. Les hypothèses se multipliaient, un héritage secret, un procès gagné, peut-être même une affaire louche. La vérité éclata lorsque le Boston Globe publia un article illustré sur la découverte du trésor du capitaine Harrington, mentionnant noir sur blanc, trésor découvert par Margaret Foster, Saltwater Cove, Maine. Le lendemain matin, Margaret découvrit une foule massée dans son jardin. Au premier rang se tenait Douglas Pembroke, le président du conseil municipal, celui-là même qui l'avait contrainte à signer une pile de décharges lorsqu'elle avait acheté la propriété. Son visage écarlate trahissait à la fois la colère et la confusion. « Madame Foster » lança-t-il. « Le conseil municipal souhaite vous parler de cette découverte. Il se pourrait qu'il y ait des questions juridiques concernant la propriété du trésor. » Margaret le regarda droit dans les yeux, impassible. « La propriété a été légalement établie, monsieur Pembroke. J'ai été conseillé par des avocats spécialisés dans le droit des trésors maritimes. Le terrain était abandonné, je l'ai acquis légalement, et j'ai respecté toutes les procédures officielles d'authentification et de vente. Souhaitez-vous voir les documents ? » Pembroke ouvrit la bouche, puis la referma, incapable de répondre. « Mais, la ville, nous ? Vous m'avez vendu le terrain pour $1, sans garantie, tel quel. Vous aviez été très clair sur ce point, répliqua-t-elle. Un silence pesant tomba sur l'assemblée. Margaret reconnut plusieurs visages, ceux qui s'étaient moqués d'elle, ceux qui avaient chuchoté dans son dos, ceux qui avaient osé appeler les services sociaux pour la séparer de sa fille. Désormais, il la regardait avec un mélange de stupeur, d'envie et d'un respect qu'il n'aurait jamais imaginé lui devoir. Sarah Mitchell, son ancienne amie, s'avança timidement. « Margaret, je voulais juste te dire que j'ai toujours cru en toi. J'ai toujours dit que tu ferais quelque chose de ce vieux cabanon. » Margaret la fixa, les yeux calmes mais brûlants. « Non, Sarah. Tu m'as dit que j'étais folle, irresponsable, et que je devrais avoir honte. Je me souviens très bien de tes mots. » Rougissante, Sarah recula dans la foule. Margaret prit alors une grande inspiration. Sa voix, claire et assurée, s'éleva au-dessus du murmure des curieux. « Quand j'ai acheté cette cabane, vous m'avez tous traité de folle. Vous avez ri. Vous avez colporté des rumeurs. Vous avez fait pleurer ma fille, parce que vos enfants se moquaient d'elle, la traitant de pauvre fille vivant dans un taudis. Mais vous n'avez rien compris. » Des visages se baissèrent, d'autres se durcirent. Margaret continua, plus posée encore, mais chaque mot portait la force tranquille d'une vérité gagnée à la sueur et aux larmes. Ce projet n'a jamais été une question d'argent. C'était une question de dignité. D'avoir quelque chose à moi. De montrer à ma fille que quand le monde te dit non, quand tout le monde te répète que tu n'y arriveras pas,
tu peux quand même prouver le contraire. C'était ma façon de lui enseigner que la valeur d'une personne ne se mesure ni à son compte en banque, ni à son adresse, mais à sa persévérance et à son courage. Elle marqua une pause. Le vent du large faisait trembler les feuilles. Le trésor, lui, a été une bénédiction, un miracle. Mais même sans lui, j'aurais réussi. Je réussissais déjà. À ce moment, Emma apparut sur le seuil. Margaret posa un bras protecteur sur ses épaules. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, nous attendons des entrepreneurs pour parler des rénovations. La foule se dispersa lentement, murmurant entre admiration et dépit. Margaret les observa s'éloigner, sentant une tension ancienne se dissoudre en elle. Les 6 mois qui suivirent furent une métamorphose. Le vieux cabanon devint une maison. Des entrepreneurs professionnels consolidèrent les fondations, installèrent un système de drainage qui mit fin aux inondations. De larges fenêtres laissèrent entrer une lumière douce et dorée, révélant la beauté du bois ancien. L'extension ajouta un véritable étage avec 3 chambres et une salle de bain moderne. Pourtant, Margaret veilla à préserver l'âme du lieu, les poutres apparentes demeurèrent, le vieux foyer de pierre fut restauré, et les planchers d'origine, poncés et cirés, retrouvèrent leur éclat perdu. Mais la transformation de Margaret ne s'arrêta pas là. Désireuse de redonner à la communauté qui l'avait d'abord rejetée, elle finança la rénovation de la bibliothèque municipale, créa un espace dédié à l'histoire maritime du Maine, et établit une petite bourse d'études pour les jeunes filles de la ville. Il fallut du temps pour que les habitants acceptent son aide. Certains continuaient à murmurer, d'autres baissaient les yeux en la croisant. Mais peu à peu, le regard qu'ils posaient sur elle changea et avec lui, celui qu'ils portaient sur eux-mêmes. Margaret Foster, la veuve folle du cabanon, était devenue un symbole. Pas celui de la richesse soudaine, mais celui de la résilience, du courage tranquille et de la dignité retrouvée. Dans le silence apaisé de ces soirs, tandis qu'Emma riait à la lumière du feu restauré, Margaret songeait à tout ce chemin parcouru. Et parfois, en observant la mer au loin, elle croyait presque entendre la voix du capitaine Harrington lui murmurer, comme une bénédiction venue des profondeurs. Certains trésors ne sont pas faits d'or ni de gemmes, mais de volonté et de foi. Margaret Foster n'aurait jamais imaginé que sa vie, jadis pleine d'humiliation et de doute, deviendrait un jour un symbole d'espoir pour tout un village. L'histoire de son incroyable découverte, le trésor du capitaine Harrington, avait non seulement changé son destin, mais aussi celui de Saltwater Cove. Les copies des journaux de bord du célèbre capitaine étaient désormais exposées dans un musée maritime flambant neuf, et les bénéfices de la vente des originaux avaient servi à créer une bourse d'études pour les élèves de l'école d'Emma. Margaret, fidèle à ses promesses, finançait aussi la rénovation du centre communautaire, le même lieu où, autrefois, les habitants qui s'étaient le plus moqués d'elle se rassemblaient. Mais plus important encore, elle s'était tenue à la promesse qu'elle s'était faite à elle-même, ne jamais oublier ce que cela signifiait d'être rejetée, méprisée, traitée comme une insensée. Elle savait ce que c'était que de se sentir seule, incomprise, regardée de haut. C'est pourquoi, lorsque d'autres familles du village traversaient des moments difficiles, Margaret leur offrait son aide discrètement, sans juger, sans humilier. Elle se souvenait trop bien de cette douleur-là, celle d'être traitée comme une erreur. La petite cabane qui avait jadis été considérée comme une honte locale devint peu à peu un monument. Les guides touristiques en parlaient comme d'un symbole de courage et de persévérance. On racontait l'histoire de la veuve Foster, celle qui avait cru en un rêve que tous jugeaient insensé. Pour les visiteurs, c'était une légende. Pour Margaret et Emma, c'était simplement leur maison. Une maison achetée pour $1, restaurée à force de volonté, de sueur et d'un peu de chance. Une maison qui leur avait rendu bien plus qu'un toit, la dignité, la sécurité, et la certitude que les choses que le monde considère comme sans valeur peuvent parfois receler des trésors inestimables. Un an jour pour jour après cet achat fou, Margaret se tenait sur le large porche en bois, observant le soleil se coucher sur la baie. Le ciel se teintait de rose et d'or, les reflets du crépuscule dansaient sur les vagues tranquilles. Sous ces eaux reposaient les vestiges des navires du capitaine Harrington, engloutis depuis des siècles. Emma la rejoignit, plus grande, plus sûre d'elle. La fillette de 9 ans n'était plus la petite fille effrayée de jadis. « Maman, tu regrettes d'avoir acheté la cabane ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Margaret l'attira contre elle et sourit. « Le meilleur dollar que j'ai jamais dépensé. » Et elle le pensait sincèrement. Pas à cause du trésor, même si celui-ci avait transformé leur existence, mais parce que cette cabane lui avait appris une leçon essentielle, ce qui semble brisé cache parfois un potentiel immense.
Elle avait compris que la valeur ne vient pas du regard des autres, mais de la force qu'on met à croire en soi. La cabane lui avait offert la chance de se reconstruire, de prouver qu'on peut bâtir une vie nouvelle sur les ruines de l'ancienne. Au fil du temps, le village lui-même s'était adouci. Les habitants, autrefois prompts à juger, étaient devenus plus bienveillants, plus solidaires. Était-ce l'influence de Margaret? Peut-être. Toujours est-il que Saltwater Cove respirait désormais une forme de paix nouvelle. Un jour, Douglas Pembroke, le maire, était venu la voir avec une idée, transformer les copies des journaux du capitaine en musée maritime. Margaret avait accepté, à une condition, qu'une partie de l'exposition soit dédiée à la valeur des secondes chances et à l'importance de ne pas juger autrui selon ses apparences. Le maire avait approuvé avec enthousiasme. Le musée ouvrit ses portes un mois plus tard et devint une fierté locale. Les visiteurs affluaient, les commerces prospéraient à nouveau, et le village endormi retrouvait sa vitalité d'antan. Bien sûr, le succès attira aussi des ennuis. Des lettres venues de partout affirmaient que leurs auteurs étaient des descendants du capitaine Harrington et réclamaient leur part du butin. Les avocats enquêtèrent, toutes les réclamations étaient fausses. Harrington n'avait laissé aucun héritier, et le trésor appartenait légalement à Margaret. Mais le plus difficile fut la vague de chercheurs de trésors qui envahirent la côte, armés de détecteurs de métaux et d'illusions de gloire. Certains tentèrent même de pénétrer dans sa maison, une nuit, à 2 heures du matin. Margaret dut installer une clôture et des caméras pour retrouver un peu de tranquillité. Malgré tout, ces épreuves eurent aussi leur lot de belles surprises. Une équipe de documentaristes vint tourner un film sur son histoire. Une auteure de livres pour enfants publia un conte inspiré de la « Veuve et du Trésor », reversant tous les bénéfices à la bourse d'études de Margaret. Et puis il y eut Emma, invitée à faire un discours à l'école sur le courage et la persévérance. La fillette, d'abord terrifiée, prononça ces mots avec une émotion sincère, suscitant les applaudissements de toute l'assemblée. Margaret, émue aux larmes, sut alors que sa fille avait trouvé sa voie. Avec le temps, Margaret décida d'utiliser une partie de sa fortune pour reprendre ses études. Elle s'inscrivit à des cours d'architecture et de préservation du patrimoine. Restaurer la cabane avait éveillé en elle une passion pour les vieilles bâtisses et les histoires qu'elle portait. Elle se découvrit un don rare, voir au-delà des fissures, déceler la beauté sous les cicatrices. Bientôt, elle commença à conseiller d'autres propriétaires de maisons historiques, les aidant à restaurer sans dénaturer, à faire revivre la mémoire des lieux. Ce n'était plus seulement un travail, c'était une vocation. Pour la première fois depuis la mort de Thomas, son mari, elle sentait à nouveau la flamme d'un vrai but dans sa vie. Emma, elle aussi, s'épanouissait. Jadis timide et craintive, elle était devenue curieuse, pleine d'assurance. Elle avait fondé un petit club d'histoire à l'école, menait des visites guidées du musée maritime et racontait, avec passion, les aventures du capitaine Harrington. Un soir, elle rentra de l'école, un papier à la main et des étoiles plein les yeux. « Maman! Tu ne devineras jamais. On va faire une sortie scolaire à Boston. Dans le musée où est exposé le saphir du capitaine Harrington. Et devine quoi? Ma maîtresse veut que je fasse une présentation spéciale parce que, tu sais, c'est nous qui l'avons trouvé. » Margaret signa le formulaire en souriant. Elle regarda sa fille tournoyer dans la cuisine, légère et joyeuse, et sentit son cœur se gonfler d'une fierté douce. 1 an plus tôt, Emma était encore une enfant craintive, qui baissait les yeux pour éviter les moqueries. À présent, elle portait la tête haute. Margaret savait que ce n'était pas seulement le trésor qui avait changé leur vie, mais tout ce qui le représentait, le courage de croire en soi, la force de recommencer, la beauté de redonner vie à ceux qui semblaient perdus. Elle se dit que, parfois, les véritables trésors ne dorment pas au fond de l'océan. Ils sommeillent en nous, attendant simplement qu'on ait la foi de les révéler. Et alors que le soleil disparaissait derrière les collines, teignant le ciel de cuivre et d'ambre, Margaret ferma les yeux un instant. Le vent salé effleurait son visage, le cri des mouettes perçait l'horizon, et elle sentit monter en elle une paix profonde. Elle n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Elle avait bâti, à partir des ruines, un monde neuf. Un foyer. Une vie. Une histoire. Et, dans le murmure des vagues, elle crut entendre la voix du capitaine Harrington lui-même, murmurant comme une bénédiction. Certains trésors ne sont pas faits d'or, mais de courage et d'amour. ChatGPT noie. Désormais, Emma rayonnait de confiance. Elle marchait dans la lumière tranquille de celle qui savait, au plus profond d'elle-même, que sa mère pouvait affronter n'importe quelle tempête.
Cette certitude, pensait souvent Margaret, valait plus que tous les joyaux du monde. C'était le trésor le plus précieux, celui qu'aucune fortune ne pouvait acheter. Depuis quelque temps, Emma ne se réveillait plus en sursaut au cœur de la nuit, ne demandait plus d'une voix tremblante s'il leur faudrait encore déménager, s'il y aurait assez à manger, si tout allait bien se passer. Elle dormait d'un sommeil paisible dans sa nouvelle chambre lumineuse, entourée de livres, de rêves et de promesses. Les travaux sur les fondations de la vieille cabane avaient révélé bien plus que des fissures dans le bois ou la pierre. En creusant autour du bâtiment, les ouvriers avaient mis au jour des vestiges de l'époque où la propriété appartenait encore au capitaine Harrington, un vieux puits de pierre, toujours fonctionnel, les ruines d'une dépendance qui avait sans doute servi d'atelier, et un petit jardin, envahi par les herbes, où la femme du capitaine avait probablement cultivé légumes et fleurs. Margaret, émue par cette découverte, décida de redonner vie à ce jardin. Elle y planta des variétés anciennes, des fleurs d'époque qui embaumaient l'air de parfums oubliés du XIe siècle. Chaque matin, elle y travaillait en silence, les mains plongées dans la terre, méditant sur le chemin parcouru et sur les détours improbables de la vie qui l'avait menée jusqu'ici. Parfois, lorsque le soir tombait et que le vent de la mer s'apaisait, elle s'asseyait sur le vieux banc de pierre au milieu du jardin et laissait son imagination vagabonder. Elle songeait à la femme du capitaine, penchée sur ces mêmes plates-bandes, attendant le retour d'un mari parti affronter l'océan, redoutant peut-être la nouvelle d'un naufrage. Dans cette femme d'un autre siècle, Margaret reconnaissait quelque chose d'elle-même, une force tranquille, née de l'adversité, une volonté de bâtir malgré la peur. Deux femmes séparées par le temps, unies par le courage et la résilience. Peu à peu, la petite ville de Saltwater Cove avait fini par reconnaître le mérite de Margaret. Il avait pourtant fallu du temps pour que les préjugés se dissipent. Le tournant survint un hiver, au cours d'une violente tempête semblable à celle qui, autrefois, avait presque détruit la cabane. Cette fois-là, quand les sirènes d'alerte avaient retenti, Margaret avait ouvert les portes de sa maison à ses voisins les plus vulnérables. Grâce à ses solides fondations et à sa structure renforcée, la cabane était devenue l'un des refuges les plus sûrs de la région. Pendant 3 jours, elle abrita des familles entières, des personnes âgées, des enfants effrayés. Margaret cuisina sur son antique poêle rénové, partagea couverture et histoire, offrant chaleur et réconfort sans distinction, même à ceux qui jadis s'étaient moqués d'elle. Lorsque le ciel s'éclaircit enfin et que chacun regagna son foyer, quelque chose avait changé. La cabane n'était plus seulement la maison de Margaret, elle était devenue un symbole. Un lieu de refuge, de solidarité et de rédemption. Jim Carvey, le propriétaire du port, celui-là même qui autrefois lui avait lancé qu'elle marchait vers sa propre ruine, faisait partie des réfugiés de cette nuit. Avant de partir, il l'avait prise à part. « Je te dois des excuses », avait-il murmuré d'une voix rauque. « J'ai eu tort à ton sujet. J'ai jugé sans comprendre, et je le regrette. » Margaret, fidèle à elle-même, avait accepté ces paroles avec douceur. Dès lors, Jim devint l'un de ses amis les plus dévoués, lui prêtant main forte pour les gros travaux et recommandant ses talents en restauration historique à d'autres propriétaires. Peu à peu, d'autres réconciliations suivirent. Toutes n'étaient pas complètes, certaines blessures demandaient plus de temps mais assez pour que Margaret ne se sente plus étrangère dans sa propre ville. Il y eut pourtant un pardon qu'elle ne put accorder. Sarah Mitchell. Celle qui, jadis, l'avait humiliée sous couvert de bienveillance. 6 mois après la vente aux enchères, Sarah s'était présentée à sa porte, une bouteille de vin à la main et des mots maladroits pour s'excuser. « Je voulais simplement te protéger », avait-elle dit. « Je ne voulais pas que tu souffres. » Margaret l'avait regardée calmement, sans colère mais sans complaisance non plus. Elle avait compris que derrière cette excuse se cachait une faiblesse, celle de ceux qui préfèrent rabaisser les autres plutôt que d'affronter leurs propres insécurités. Sarah, lui avait-elle répondu doucement, « Si tu avais vraiment voulu me protéger, tu m'aurais offert ton aide. Tu aurais gardé Emma pendant que je travaillais, ou simplement cru en moi. Ce que tu as fait, c'est me juger pour mieux te sentir supérieur. » Sarah était repartie, le visage fermé, privée de la réconciliation qu'elle espérait. Et Margaret n'en éprouva aucun remords. Pardonner ne signifiait pas rouvrir la porte à ceux qui n'avaient pas su respecter ta vulnérabilité. L'année suivante, Emma eut une idée, célébrer l'anniversaire de leur renaissance. « Maman, on devrait faire une fête, pour se souvenir du jour où on a acheté la cabane. » Margaret avait souri et accepté. Elles avaient invité tout le village. Tout le monde n'était pas venu, bien sûr, mais la maison débordait de vie et de rire. Dans le jardin,
désormais transformé en un espace harmonieux orné d'une terrasse en pierre, des enfants jouaient sous les lanternes suspendues. Des musiciens locaux jouaient près du vieux puits restauré. L'air sentait le pain chaud, la mer et la joie simple d'avoir survécu aux tempêtes. Pendant la fête, Harold, l'inspecteur du bâtiment, s'était approché d'elle, un verre à la main et un sourire sincère. « Madame Foster, dit-il, j'exerce ce métier depuis 23 ans et je n'ai jamais vu pareille transformation. Même les professionnels, avec des budgets illimités, font parfois moins bien. Vous pouvez être fier. » Margaret hocha la tête, émue. « Je le suis, répondit-elle. Pas seulement de la maison, mais de tout ce qu'elle m'a appris. Que je suis plus forte que je ne le croyais. Que ma valeur ne dépend pas du regard des autres. Que parfois, les plus grands risques mènent aux plus belles récompenses. » Harold resta silencieux un moment, puis ajouta. « Le conseil municipal envisage de sauver 3 autres bâtiments historiques. Ils ne sont pas en ruine comme celui-ci l'était, mais ils ont besoin de soins. Nous nous demandions si vous accepteriez de les examiner, voire d'en acheter 1 ou 2, si l'envie vous prend. » Margaret sourit. 1 an plus tôt, elle aurait supplié pour une seule chance. Désormais, les occasions frappaient à sa porte, et elle pouvait choisir lesquelles saisir. « Laissez-moi y réfléchir, dit-elle. J'ai déjà quelques projets en cours, mais cela m'intéresse. » Quand la fête se termina et que les derniers invités s'éloignèrent, Margaret et Emma s'assirent sur la balançoire du porche ou une autre de ses créations. Le ciel s'assombrissait, et au-dessus de la crique, les étoiles scintillaient comme des diamants dispersés sur la mer. « Maman, » murmura Emma en bâillant, « tu crois que le capitaine Harrington savait que son trésor sauverait un jour quelqu'un, comme il nous a sauvés ?» Margaret resta un instant silencieuse. Elle s'était souvent posé cette question. Le capitaine avait-il caché sa fortune en espérant qu'un jour elle profiterait à d'autres, ou simplement pour la protéger, sans imaginer qu'elle dormirait sous terre pendant plus d'1 siècle? « Je ne sais pas, ma chérie, répondit-elle enfin. Mais j'aime penser qu'il serait heureux de savoir ce qu'il a permis. Son trésor n'a pas seulement changé nos vies. Il a transformé cette ville, redonné espoir et fierté à tout un peuple. Le musée, le tourisme, la préservation du patrimoine, tout cela vient de ce que nous avons trouvé. » Emma, satisfaite, ferma les yeux et s'endormit, la tête posée sur l'épaule de sa mère. Margaret resta là, à écouter le ressac, enveloppée par la paix du moment. Le vent portait l'odeur du sel et du bois, et les étoiles semblaient bénir cette nouvelle vie. Elle repensa à tout ce qu'elles avaient traversé, la peur, les doutes, les épreuves, mais aussi la force, la beauté, la renaissance. Et dans ce silence, une certitude s'imposa à elle, un trésor plus grand encore que l'or ou les bijoux, la preuve éclatante qu'avec du courage, de la foi et de l'amour, on peut transformer les ruines du passé en un foyer lumineux. Margaret était arrivée à Saltwater Cove brisée, désespérée, n'ayant pour tout bagage qu'1 dollar et un rêve que tout le monde jugeait insensé. On s'était moqué d'elle, on avait douté d'elle, on l'avait découragée 1000 fois. Elle avait affronté des obstacles qui auraient pu écraser n'importe qui d'autre. Il y avait eu des soirs où abandonner lui semblait la seule option raisonnable, où les voix moqueuses qui la traitaient de folle étouffaient presque la petite voix intérieure qui lui soufflait encore qu'elle en était capable. Mais Margaret avait tenu bon. Animée d'une obstination farouche, d'un refus catégorique de laisser la vie décider à sa place, d'un amour indestructible de mère prête à tout pour offrir un avenir meilleur à sa fille. Et peu à peu, au fil des jours et des épreuves, elle s'était attachée à la vieille cabane elle-même, à ses murs fatigués, à son odeur de sel et de bois humide, à ce qu'elle symbolisait, la promesse d'une renaissance. Le trésor qu'elle avait découvert avait été extraordinaire, bouleversant, transformant leur vie au-delà de tout ce qu'elle avait pu imaginer. Pourtant, Margaret l'avait compris désormais, le vrai trésor n'était pas fait d'or ou de pierres précieuses. Ce n'était pas la sécurité matérielle qu'il leur offrait, ni les richesses qu'il représentait. Le véritable trésor, c'était la force qu'elle avait trouvée en elle-même. C'était le lien indéfectible qu'elle avait tissé avec Emma au fil des épreuves. C'était la preuve éclatante que les choses que tout le monde méprise peuvent parfois se révéler inestimables. La cabane en était devenue le symbole vivant. Jadis décrite comme un tas de planches pourries bon à démolir, elle se dressait désormais fièrement au bord de la crique, baignée de lumière et emplie de rire. Ses murs respiraient la chaleur d'un foyer. Elle était devenue un lieu où la douleur s'était muée en paix, où la peur s'était changée en confiance. Une maison, oui mais bien plus encore, un sanctuaire. Comme Margaret elle-même, la cabane avait été sous-estimée, condamnée avant d'avoir eu la moindre chance. Et, comme elle
elle avait prouvé que rien n'est jamais perdu tant qu'on a le courage de se battre. Ce soir-là, alors qu'elle portait Emma dans ses bras endormis pour la coucher, Margaret s'arrêta un instant dans le silence paisible de la pièce. Le bois des poutres luisait doucement sous la lumière de la lampe à huile. Le feu dans l'âtre jetait sur les murs des reflets d'ambre et de cuivre. Dehors, à travers les vitres, les étoiles se reflétaient dans les eaux tranquilles de la crique. Un souffle d'air marin fit frémir les rideaux. C'était chez elle. Non pas simplement une demeure, mais l'œuvre de ses mains, la preuve tangible de sa volonté. Chaque pierre, chaque planche, chaque clou portait la trace de sa sueur, de ses larmes, de sa foi. Cette maison était son monument à la persévérance. Elle se tenait là, debout au milieu du fruit de ses efforts, et ressentit une vague de gratitude l'envahir. Gratitude pour ce dollar qui lui avait offert une chance de recommencer. Gratitude pour cette cabane qui avait abrité ses rêves quand tout semblait perdu. Gratitude pour le trésor qui avait assuré leur avenir. Mais surtout, gratitude pour le chemin parcouru, pour la lutte, les doutes, les blessures, tout ce qu'il avait façonné. Car c'était le combat, finalement, qui avait révélé la femme qu'elle était destinée à devenir. Une femme forte, capable, digne. Une femme qui, avec un dollar et une idée, avait bâti un empire de courage et d'amour. Elle n'avait pas seulement acheté une maison inondée, elle avait racheté sa propre vie. Les lumières de Saltwater Cove brillaient au loin, scintillant comme des lucioles sur l'horizon. Margaret esquissa un sourire. Qu'ils la voient, tous ceux qui l'avaient traitée de folle. Qu'ils admirent le résultat de sa folie, cette réussite née de la foi et du travail. Qu'ils racontent son histoire, celle de la veuve et du trésor, à leurs enfants, puis à leurs petits-enfants. Mais elle, Margaret, connaissait la vérité. Le trésor ne l'avait pas rendue forte, il n'avait fait que révéler une force ancienne, enfouie sous les années de deuil, d'humiliation et de peur. Ce n'était pas la cabane qui lui avait donné de la valeur, c'était elle qui, en la sauvant, avait prouvé sa propre valeur. Elle éteignit la lampe et resta un instant dans l'obscurité, le cœur apaisé. Elle savait maintenant que la plus belle découverte n'était pas celle qu'elle avait faite derrière les murs de cette maison mais celle qu'elle avait faite en elle-même. Elle avait trouvé le courage d'essayer alors que tout le monde annonçait son échec. La résilience de continuer quand tout semblait perdu. La vision de percevoir la beauté et le potentiel là où d'autres ne voyaient que ruine et désespoir. Ces qualités avaient toujours sommeillé en elle, la cabane n'avait fait que les réveiller. En restaurant cette maison, elle s'était restaurée elle-même. En redonnant vie à ses murs, elle avait redonné vie à son âme. Allongée dans son lit, entourée de la chaleur tranquille de son foyer, elle ferma les yeux, le sourire aux lèvres. Son dernier souvenir avant le sommeil fut une pensée simple, limpide, presque enfantine, parfois, tout ce qu'il faut, c'est une chance et un dollar. Le reste, on peut le construire soi-même avec du courage, de l'amour et un peu de foi. Et dans le silence de la nuit, tandis que la brise marine caressait doucement les volets, la veuve de Saltwater Cove s'endormit en paix, le cœur plein d'une certitude nouvelle, elle n'avait pas seulement trouvé un trésor. Elle s'était trouvée elle-même.